Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, vous avez reçu une note tantôt tout à l'heure, enfin, ceux qui sont abonnés à la top newsletter. Donc, vous avez reçu une note ici concernant ici qui s'appelle, enfin, intitulée Investir en vue d'un regressement. Ok. Donc, cette note-là, je vais la commenter en date d'aujourd'hui. Ok. Donc, investir en vue d'un regressement, en fait, ça parle essentiellement ici de comment est-ce qu'on devrait aborder une entreprise dont le prix chute en bourse. Ok. Donc, il y a souvent plusieurs questions à se poser parce que parfois, à chaque fois, les gens posent des questions à savoir pourquoi est-ce que ça baisse, pourquoi est-ce que ça prend moins 6%, est-ce qu'il y a une raison particulière. Parfois, il n'y en a juste pas. OK. Donc, on va lire ça ici, on va le commenter. Et je rappelle ici que si vous voulez avoir accès à cet article-ci, vous allez directement dans le lien de la description, dans la description de la vidéo ici, donc la top newsletter. Et n'oubliez pas également qu'on a le service top premium ici, où vous recevez déjà tous ces éléments gratuits de la top newsletter, plus la possibilité de demander des analyses quantitatives ici, comme celle qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne ici. Et en supplément de ça, vous recevez chaque mois 2 notes d'analyse. Donc, les notes d'analyse sur des entreprises qualitatives, bien sûr. Les notes d'analyse sont basées sur des entreprises que je trouve sous-évaluées en date d'aujourd'hui et qui me paraissent également qualitatives. Donc, les notes d'analyse ici, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous donne mon avis. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on achète aveuglement. On lit également les rapports financiers. Donc, vous lisez les rapports financiers. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre parce que vous devez investir avec conviction. Et pour investir avec conviction, il faut soi-même faire le travail. OK? Donc, on continue ici. So, je vais lire ça rapidement ici. Et voilà, on va tirer les conclusions nécessaires parce que je pense que ça peut s'appliquer en date d'aujourd'hui. Par exemple, on a le scandale ici de SVB Financial Group, d'accord. Donc, toutes les banques sont en train de baisser en gauche à gauche à droite ici. J'ai fait une vidéo tantôt ici qui était très pessimiste par rapport au secteur bancaire, etc. Non, quand je dis pessimiste, c'est juste pour dire que toutes les banques ici ne sont pas logées à la même enseigne, donc faites attention. Certaines sont plus safe que d'autres. Donc, il faut déjà connaître à peu près qu'est-ce que SVB faisait et voilà, qu'est-ce qui la différencie d'une banque comme Goldman Sachs ou bien comme AXA, excusez-moi, comme BNP Paribas ou bien comme Société Générale. OK? Donc, de nombreux investisseurs préfèrent acheter des actions lorsque leur prix augmente. Ça, c'est voilà, les trends, ceux qui font du trend following, ce genre de choses-là. Cette stratégie est logique, car une hausse du cours de l'action reflète souvent, et je dis bien souvent entre parenthèses, le fait qu'une action affiche de bonnes performances financières et que les perspectives à court terme sont favorables. Donc, toutefois, certains investisseurs recherchent délibérément des titres qui ne sont plus en vogue à Wall Street, dont moi. Moi, personnellement, je cherche des titres que tout le monde veut bazarder. Donc, je vais généralement là où les gens... Voilà. Quand vous n'aimez pas une entreprise, c'est celle-là qui va m'intéresser. Parce que j'ai toujours considéré une chose, le prix de l'action pour moi ici, je considère que ce sont les soldes. Enfin, maintenant, il faut voir si l'article soldé maintenant ici est qualitatif. Par exemple, quand on parle, je parle toujours d'une entreprise, on a parlé, enfin, on pourrait, Stellantis, je ne pourrais pas dire parce qu'elle vient juste, elle est nouvellement cotée ici, on pourrait parler d'une entreprise comme Publicis, par exemple, qui était en solde pendant très très longtemps. OK? Ou bien vous avez des entités ici comme Imeris qui est en solde, ou bien vous avez des entités ici aux États-Unis, vous avez des entités comme Google ou Meta, que moi je considère étant en solde ici, mais ça ne veut pas dire que c'est en solde par rapport à tout ce que les médias disent. Non, je vais lire les rapports financiers, essayer de comprendre le business model, essayer de me poser la question, essayer de me projeter un peu dans le futur, me poser la question, mais est-ce que ce business est indispensable? S'il disparaît demain, est-ce qu'on pourra facilement le remplacer? Et très souvent la réponse est non. Donc, techniquement, j'achète. D'accord. Surtout si je sais que la période d'investissement actuelle est passagère et encore avec un management qualitatif. Donc, faites attention parce que c'est vraiment au cas par cas. Et donc, moi ici, je suis ce qu'on appelle un deep value investor. Je cherche essentiellement les soldes. OK. Et solde ne veut pas dire ici entreprise de mauvaise qualité. Non. Essentiellement, les soldes basés sur des entreprises qualitatives. OK. Tout le monde basé, par exemple, une entité comme Salesforce aujourd'hui. Moi, Salesforce m'intéresse. C'est une belle entreprise. D'accord. Elle a la capacité d'être rentable. Aussi rentable que, voilà, comment on appelle encore cette compagnie SAP, par exemple. OK. Donc, on continue. Donc, ce style d'investissement peut être gratifiant, mais quelque peu risqué. D'accord. Bien entendu. Les actions ne progressent pas sans cesse et les corrections inévitables peuvent être assez sévères. D'accord. Donc, les corrections sont généralement inévitables. D'accord. Donc, faites attention. Si vous pensez que votre action va monter jusqu'à la fin des temps, non, c'est faux. Une action ne monte pas en ligne droite, d'accord? C'est des zigzags, ok? Et soit à la fin de la journée, la seule chose qui monte, enfin, entre parenthèses, en ligne droite, ce sont les bénéfices nets par action. Oups, soit on est stable, soit on est croissant. Mais on peut avoir parfois des creux également, ok? Donc, bien entendu, les actions ne progressent pas sans cesse et les corrections inévitables peuvent être assez sévères. Bien que cela puisse paraître alarmant, il n'est pas rare que les actions de croissance perdent parfois jusqu'à 50% de leur valeur.
Et je pense qu'on a déjà eu plusieurs exemples par rapport aux actions de croissance, ce qu'on appelle ici croissance. Ok, généralement, la croissance est basée essentiellement sur le revenu. Ok, et quand on parle généralement de croissance, ici, on ne parle pas de croissance du bénéfice net ou bien croissance des free cash flow. C'est quelque chose qui devrait nous intéresser, nous qui recherchons avant tout la qualité à bon prix. Ok, donc quand on a une croissance de revenus, ça ne nous intéresse pas. Et très souvent ici, dès le moment par exemple où on a un ralentissement de la croissance, vous allez voir les actions être bazardées, comme par exemple avec PayPal. On vend littéralement PayPal à la casse. Ok, on peut venir ici sur les actions de PayPal, PYPL. Donc on prend PayPal ici, on met ça là. Vous allez voir ici que PayPal était voilà le chouchou du marché pendant plusieurs années. On vendait PayPal à 72 fois les bénéfices. Et vous voulez me dire qu'aujourd'hui, PayPal serait une mauvaise entreprise parce qu'on la vend à 18 fois les bénéfices. Et c'est pas comme si c'est pas comme si la croissance va s'arrêter. D'accord. Les analystes tablent toujours sur une croissance assez élevée. Ça reste une compagnie, entre parenthèses, financière. D'accord. Donc, il faut toujours prêter attention un tout petit peu à l'intérieur par rapport à ce qui se passe. Mais voilà, par rapport à ce qu'elle fait, ce n'est pas une banque ni quoi que ce soit. Donc, le risque est différent ici. OK. Mais vous voulez me dire que PayPal n'est pas intéressante en date d'aujourd'hui? Pourquoi je vais à 300 dollars l'action, celui qui l'achetait à ce niveau-là, il comptait essentiellement sur la croissance du revenu. Est-ce que le revenu va décroître alors dans les années à venir? Il y a de fortes chances que non. OK. Au mieux, ici, on aura une stabilité. Au pire, on aura une stabilité. Sinon, une croissance. D'accord. Donc, aujourd'hui, PayPal est boudé par le marché. Depuis à peu près le mois de juin 2022, elle se négocie à ses plus bas ici. C'est maintenant que cette entreprise-ci devrait intéresser quelqu'un qui recherche la qualité si PayPal est qualitative. Donc maintenant, on va vérifier quel est son avantage concurrentiel. Est-ce qu'ici on a l'effet de réseau? Est-ce que ce sont les coûts de production? Est-ce que les actifs intangibles? Donc ce genre de choses-là. OK? Et pour déterminer cela, il faut poser les bonnes questions. OK? So, je reviens ici. Donc c'est le genre d'entreprise qui, moi, m'intéresse. OK? Donc on revient ici au niveau, c'est un peu comme Verizon ou bien comme AT&T. Aujourd'hui, tout le monde bazarde ces entités-là. D'accord? Or, moi, ça m'intéresse à ce moment-ci. Oui, j'entends parler ici du fait que, ouais, Starlink, etc. Mais si vous regardez bien au niveau de la structure des télécoms, ce n'est pas aussi facile que ça. Hein. Même le Starlink de Elon Musk, etc., c'est pour certaines zones bien définies. Et dans certaines zones, ça ne pourrait ne pas fonctionner parce que ça va coûter trop cher pour rien du tout. OK? Il faut faire attention. OK? Ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, on continue ici et on va aller. Donc, voilà. Donc, ici, voilà. Donc, certains investisseurs intrépides trouveront dans ces moments-là l'occasion de prendre une participation dans une société avec une décote alléchante. Mais avant d'agir, il est important de pouvoir répondre à un certain nombre de questions clés. Qu'est-ce qui ne va pas? Très important. La reprise aura-t-elle lieu? Deuxième chose. Combien de temps faudra-t-il pour que le rebond se matérialise? Troisième élément. Et je peux vous avouer que sur cette dernière question, si combien de temps, c'est difficile. D'accord? C'est vraiment difficile parce qu'on ne peut pas être des devins. D'accord? Mais vous pouvez avoir une certaine idée ici. Enfin, en regardant à peu près le comportement des éléments financiers, vous pouvez vous dire que tôt ou tard, le marché va reconnaître la valeur de l'entité. Si vous avez une entreprise ici, disons, téléperformance, je prends un exemple, vu que ça vous parle tous ici. Vous avez du téléperformance, ok? Téléperformance ici, voilà, le téléperformance, voilà. Le prix chute parce que, voilà, non seulement c'est une compagnie de croissance, la croissance, comme d'habitude, elle va tendre à ralentir, mais également, on arrive, les taux d'intérêt augmentent de plus en plus, donc il est inadmissible qu'on continue à acheter des entreprises à des PER extrêmement élevés, même s'il y a une certaine croissance à l'intérieur. D'accord? Donc, ici, on a acheté cette compagnie à 40 fois les bénéfices ici. Aujourd'hui, la même entité, on vous la vend à 20 fois les bénéfices. Pourtant, la croissance sera quand même là. Hormis le fait des problèmes qu'on a eu en Colombie, etc. Mais ça, c'est quelque chose de temporaire. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que le marché va reconnaître la valeur de l'entité ici? Attention, il faudrait déjà poser la question, mais est-ce que cette entité-ci valait déjà ce prix? D'accord? En date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée sans prendre en considération la croissance. Et en plus, là, si elle n'a pas de dette, c'est un home run. Donc maintenant, en l'achetant en date d'aujourd'hui, on peut bénéficier pleinement d'une croissance. OK? Sans stresser par rapport à la surévaluation de l'entité ou pas. OK? So, je reviens ici. Maintenant, donc c'est-à-dire que tout ce que moi je demande à Téléperformance, c'est de continuer à livrer la marchandise. Le revenu doit au moins être stable, les bénéfices nets doivent au moins être stables, sinon croissants. Mais si maintenant on a une décroissance des revenus, etc., et ainsi que des bénéfices, là par contre, il faut commencer à voir est-ce que c'est un problème temporaire ou durable. Et comme je le dis toujours, vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous regardez uniquement les chiffres. Et les chiffres vous permettent de sélectionner les entreprises qui sont intéressantes ou pas au prix actuel. Ça me permet déjà de savoir, par exemple, si je prends une entité comme, comment elle s'appelle encore, ArcelorMittal. ArcelorMittal, essentiellement, c'est une entreprise que je vais évaluer par rapport aux actifs tangibles par action.
d'accord? Et même par rapport aux actifs tangibles par action, regardez, quand on prend les operating cash flow, qui sont à peu près, qui représentent à peu près ici les bénéfices entre parenthèses opérationnels, je dis bien entre parenthèses, vous allez voir ici que c'est des zigzags, c'est une compagnie cyclique. D'accord. Il n'y a rien de stable ici et on recherche avant tout la stabilité. Et quand on va même voir ici le scorecard, le scorecard des analystes ici, même pour les operating cash flow, ce n'est pas aussi évident que ça. Ok. Donc c'est le genre de business qu'on achète essentiellement à un prix inférieur à la valeur de ses actifs tangibles nets. Donc ici, en voulant l'acheter en se basant sur les free cash flow par exemple, voilà, ça vaut risque et péril. Ok. Donc on revient ici. Ça dépend du type d'entreprise que vous allez devoir sélectionner présentement. Donc qu'est-ce qui ne va pas? La reprise aura-t-elle lieu? Combien de temps faudra-t-il pour que le rebond se matérialise? Donc, une baisse justifiée. Il arrive qu'une baisse du cours d'une action reflète des mouvements généralisés du marché et n'ait pas grand-chose à voir avec les caractéristiques propres à l'entreprise. OK? Donc, par exemple, vous avez vu le secteur bancaire a complètement décroché ces derniers jours. C'est par rapport à tout ce qui se passe présentement sur SVB et le marché panique en se disant que, OK, peut-être d'autres entités sont mêlées, mais il y a de fortes chances que, il y a de fortes chances que d'autres entités ne soient pas mêlées. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas comparer SVB comment on appelle ça? Avec une banque comme Crédit Agricole. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On ne prête pas aux mêmes personnes. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que le risque de SVB ne va peut-être pas se répercuter sur Crédit Agricole. Vous ne savez pas. Peut-être que SVB a vendu ici comment on appelle ça? Son portfolio de prêts ici, les a mis ici, les a peut-être mis ici dans des, voilà, dans des actifs ici, dans des, comment on appelle ça? Dans des, enfin, je voulais dire des dérivés ou des choses comme ça, ou bien dans des mortgage-backed securities ici, enfin, quand on dit dans des MBS, on va le dire comme ça, et voilà, les a revendus à d'autres personnes ici. Et vous ne savez pas si les bilans de Crédit Agricole ne sont pas constitués de ce genre d'éléments-là. Mais attention, attention. C'est vraiment un gros raccourci que je suis en train de prendre. C'est juste pour vous dire que vous n'en savez rien du tout. D'accord? Parce que c'est déjà opaque de lire un rapport financier sur les banques. C'est des entreprises qui ne donnent pas énormément d'informations également par rapport à tous les actifs qu'ils vont acheter. D'accord? So, on continue. C'est sûrement quand tout va. Il n'y a que les PDG qui savent à peu près comment ça se passe à l'intérieur. Donc ici, OK. Donc, on n'est pas grand-chose à voir avec participe propre à l'entreprise. Donc, lorsque de fortes baisses sur le marché actions, lorsque de fortes baisses sur les marchés actions, attendez, lors de fortes baisses, excusez-moi, sur les marchés actions, presque toutes les actions baissent. Et certaines enregistrent des baisses nettement plus importantes que les moyennes générales. C'est souvent le cas des petites valeurs spéculatives qui se négocient à des prix élevés et ne bénéficient pas vraiment d'un soutien institutionnel. Vous verrez très rarement des entreprises, en période difficile, des institutionnels bazarder littéralement des entités comme Visa, Mastercard ou bien du LVMH. Parce que ce genre d'entreprise-là bénéficie énormément, ou bien par exemple Diageo, ce genre d'entreprise-là bénéficie du soutien des institutionnels. Donc, si parfois il faut se débarrasser de certaines entités ici, elles vont préférer d'abord se débarrasser des entités qu'elles considèrent comme étant plus fragiles ou bien qui sont peut-être affectées par la conjoncture actuelle. OK? Donc ces titres sont souvent les premiers à être vendus par les grands gestionnaires d'actifs qui ont besoin de consolider leur performance ou de lever des capitaux. Parfois, ces titres peuvent être exagérément vendus et offrir un large potentiel de reprise. Donc, parfois, on peut bazarder ces titres-là et à l'intérieur, on se retrouve avec des entreprises qualitatives ici. D'accord? Comme je vous disais ici, pendant la période de la pandémie, on a vendu toutes les entreprises qui étaient dans l'immobilier commercial ici. OK? Je pense que j'ai reçu un commentaire dernièrement ici qui me disait que oui, mais l'immobilier commercial va souffrir en période de crise, pas tout type d'immobilier commercial. Déjà, premièrement, les entreprises qui sont bien structurées financièrement, d'accord, qui ont moins de dettes, Simon Property SPG, donc qui ont moins de dettes ici, auront tendance à moins souffrir. Et quand vous regardez l'immobilier commercial, dites-vous qu'il y a plusieurs classes d'immobilier commercial, d'accord? Il y a l'immobilier commercial lambda et il y a la crème de la crème, d'accord? Et la crème de la crème, essentiellement, est possédée, enfin, l'entreprise qui se concentre essentiellement sur la crème de la crème, c'est SPG. Mais ça ne veut pas dire que SPG n'est pas à l'abri ici d'une baisse généralisée du marché. D'accord? Si elle est mal structurée ici, financièrement, elle peut souffrir. Je vais vous montrer une entreprise ici. Comment on appelle encore ça? Comment on appelle encore ça? Maceriche.
Maceriche a de l'immobilier de qualité, d'accord, essentiellement, d'accord, enfin, en majorité d'immobilier qualitatif, mais regardez où elle se retrouve. Tout simplement parce qu'elle était énorme, elle a une énorme dette ici, qu'elle peut gérer, mais elle doit vendre certains de ses actifs ici. Mais or, quand on arrive dans un marché où, voilà, le marché des taux, le marché de la dette est de plus en plus resserré ici, on a de plus en plus de mal à vendre. Pourtant, on a besoin de vendre. Et quand vous avez besoin de vendre, ce n'est pas tous les investisseurs qui seront enclins à payer le juste prix. OK? Donc, Maastricht, si vous vous souvenez bien, j'en ai déjà parlé. SPG avait proposé un prix aux alentours des 90 dollars à l'action, un truc comme ça, que le PDG de l'époque avait refusé, je pense, ou c'était 90, un truc comme ça. En tout cas, quelque part aux alentours des 50 et plus. Et le PDG de Maastricht avait refusé. Aujourd'hui, Maastricht coûte 11,25 $. 11,25 $. Donc, on continue. Donc, il faut faire attention ici. Donc, voilà, donc les premiers marchés dans l'action soutien c'est l'énergie. OK. Donc, c'est souvent les petites entreprises. Donc, ces titres sont souvent OK. Donc, on dit ici parfois, ces titres peuvent être exagérément vendus et offrir un large potentiel de reprise. Dans d'autres cas, le marché dans son ensemble peut se maintenir, mais un secteur particulier n'a plus la cote. D'accord? Donc, comme par exemple, quel est le secteur qui n'a plus la cote actuellement? On va dire le secteur des banques n'a peut-être pas la cote en date d'aujourd'hui. D'accord? Pour peut-être regarder ça ici, je viens là. Et ce n'est pas que je prends un raccourci ici, hein, je prends toujours l'exemple des États-Unis, mais ce n'est pas le secteur tous les secteurs ne se comportent pas de la même façon dépendamment des pays. D'accord? Donc ici, j'ai ici l'information. Voilà, vous constatez ici que sur un an, c'est le secteur ici de l'énergie renouvelable ou bien l'énergie propre ici qui n'a pas la cote. OK? Après ça, vous avez les gold miners, vous avez les banques, vous avez tout ce qui concerne ici les produits, les services Internet. Donc Amazon se retrouve là-dedans, donc Facebook se retrouve là-dedans, Google se retrouve ici. D'accord? Et vous avez également des entités comme non, Booking même ça va cette année. Après, vous avez les rates qui souffrent également. Ça, c'est sur les 52 dernières semaines. Voilà les entreprises qui souffrent. Les voici ici. Et celles qui se comportent très très bien, c'est les Master Limited Partnership, donc très liés ici au pétrole, les compagnies d'assurance, les home builders se comportent très bien, bizarrement. OK? Vous allez voir ici dans le secteur ici du pétrole et du gaz, on se comporte bien. Le secteur de l'aérien également se comporte bien. OK? So, mais quand on prend ici, enfin l'industrie plutôt, mais quand on prend ici le secteur dans son ensemble, vous allez voir ici, dans le secteur des communications, ça se passe mal. Dans le real estate, ça se passe mal. Dans la consommation discrétionnaire, ça se passe mal. Mais qu'est-ce qui se comporte bien? L'énergie, l'industrie et la consommation durable. Les matériaux se maintiennent. Le segment des healthcare, ça se passe mal. OK? Donc, tous les secteurs ne sont pas, voilà, ne fonctionnent pas de la même façon. Certains souffrent plus que d'autres. OK? Donc, on va passer, il n'y a plus de cote. Donc, dans le secteur de l'énergie, par exemple, c'est un exemple, hein, les prix du pétrole peuvent chuter en raison d'événements ayant un impact sur les marchés des matières premières et les actions des sociétés du secteur de l'énergie peuvent en souffrir. Dans le secteur des technologies, par exemple, les stocks, donc c'est-à-dire qu'ici on parle de l'inventaire des semi-conducteurs, peuvent devenir trop importants. Donc quand l'inventaire de semi-conducteurs est important, donc par exemple les entités comme Dell en ont énormément acheté et que les entités comme Intel en ont fabriqué énormément également, avant de passer de nouvelles commandes, Dell va d'abord liquider les stocks en question. D'accord? Donc ici, on continue ici, dans le secteur des technologies, les stocks, les semi-conducteurs peuvent devenir trop importants, ce qui pèse sur les actions des sociétés qui fabriquent des composants. Souvent, ces problèmes sectoriels s'avèrent temporaires, de sorte qu'ils ne reflètent pas des problèmes insurmontables. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir, quand une entreprise semble présenter une opportunité d'investissement, posez-vous la question, quel est le problème et si ce problème-là est temporaire. OK? Donc, enfin, des raisons spécifiques à une entreprise peuvent peser sur celle-ci et sur ses actions. Ces problèmes peuvent être plus difficiles à analyser, comme par exemple sur SVB Financial. D'accord? Malheureusement, il arrive qu'une entreprise perde sa vision et ne parvienne pas à suivre le rythme des consommateurs. Il se peut que les concurrents lancent de meilleurs produits ou que les investissements réalisés ne donnent pas les résultats escomptés. Donc, une acquisition importante mais mal planifiée ou mal intégrée peut également poser problème. Une acquisition importante, mal planifiée, mal intégrée peut également poser des problèmes. Ça vous renvoie sur Atos. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de problèmes qui pourraient impacter de manière temporaire ou durable une entreprise. OK? Donc, quelles sont donc les pistes qui mènent au régressement? Donc, quand vous allez lire vos rapports financiers, voilà, quels sont les éléments qui pourraient vous dire que là, voilà, à peu près, on est à peu près en plein régressement. Ici, ça semble bien se comporter, etc. Une fois que vous avez identifié le problème, maintenant, il faut identifier les pistes de régressement. Donc, lorsqu'une entreprise est en difficulté et que le cours de ses actions se détériore, la direction s'efforce généralement à améliorer la situation. Si vous avez un PDG qui croise les bras, ça ne sert à rien. Et
on peut voir avec l'exemple sur Intel, je vous disais dès le début que tant qu'on ne change pas de PDG, ça ne nous intéresse pas. Quand il y a eu le nouveau PDG, je vous dis que là, c'est correct, ça peut aller. D'accord. Une fois que le nouveau PDG est arrivé, il a donné sa vision ici. Je dis, bon, maintenant, pour qu'on lui donne encore plus de points, il faut absolument qu'il coupe le dividende ou bien qu'il annule complètement ici. C'est ce qu'il a fait. Donc, on continue. Le PDG semble prendre les bonnes décisions. Mais maintenant, on attend l'argent. Les investissements qu'on est en train de faire présentement devraient normalement rapporter. Je bien dit devraient. D'accord. Notamment avec le CHIPS Act. OK. Ça pourrait être un vent favorable pour Intel au point où ça pourrait booster son segment ici qui est similaire à TSM. OK. Mais n'oubliez pas, il peut également avoir des couacs. Parce que si vous pensez que ce n'est pas aussi évident de faire de concurrencer TSM, hein, parce qu'il y a aussi un savoir-faire que TSM a qui ne sera pas évident de retrouver parce qu'il faut former le personnel, etc. OK. Et les coûts de position sur le sol américain peuvent également être élevés. Bon, si maintenant on intègre également des technologies, etc., pour pouvoir réduire ces coûts de production-là, ça peut être assez intéressant. OK. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a également ces risques-là. Alors, changement donc on dit ici qu'il est important que les investisseurs constatent que des changements positifs sont en cours. Par exemple, les prix des produits pourraient augmenter pour soutenir le chiffre d'affaires, notamment VICAT. OK? Il faudrait que le prix augmente pour soutenir le chiffre d'affaires, notamment également les marges. D'accord? Mais n'oubliez pas que son segment final également est en ralentissement, qui est le segment de la construction. OK? Donc, on peut se retrouver dans une situation assez compliquée où on va augmenter les prix, mais les volumes vont diminuer, tout simplement parce qu'il n'y a plus de dynamisme sur les marchés finaux. OK? Sauf si on opère dans des régions ici qui ont un besoin très, très élevé ici en dépenses d'infrastructures. OK? Donc, par exemple, aux États-Unis, avec l'Infrastructure Act ici, voilà, ça peut être un vent favorable pour VICAT. Donc, les entreprises qui proposent un produit unique recherchés par les consommateurs, comme par exemple des vêtements à la LVMH, hein, pas tout type de vêtements, ou des offres de divertissement, un peu comme la compagnie qu'on appelle Live Nation. Live Nation ici, comment on appelle encore ça? Ils ont plusieurs... comment on appelle encore ça? Le mot m'échappe ici. Ils organisent à peu près énormément de concerts par an. Ils ont également ici, voilà, vous pouvez voir des réunions, enfin pas des réunions, mais en été, par exemple, il y a généralement plusieurs concerts qui sont organisés et vous allez voir ici que vous allez peut-être voir ici peut-être Coachella par exemple qui est un grand rassemblement ici voilà de musique aux États-Unis en termes de enfin il y a des concerts c'est un grand rassemblement ici je pense que ça a lieu peut-être pendant quelques jours ici aux États-Unis et vous allez voir que la personne qui organise généralement ce type d'événement là c'est Live Nation et vous allez voir que Live Nation ici va se rémunérer sur les tickets la boisson etc. Donc derrière, elle peut augmenter les prix. D'accord? Parce que c'est quelque chose que les consommateurs recherchent. C'est un exemple tout simple. OK? Ou bien également, Spotify peut augmenter les prix. D'accord? Ou bien Amazon peut augmenter les prix. Ou bien Netflix peut augmenter les prix. Et puis d'ailleurs, elle le fait. OK? Donc, les offres de divertissement peuvent se retrouver dans une telle situation. En revanche, d'autres entreprises, comme les stations-service ou les épiceries, d'accord, ne disposent pas de cette flexibilité et peuvent même être amenés à proposer des promotions. De plus, lorsque les bénéfices sont sous pression, des initiatives de réduction des coûts et des plans de restructuration doivent être mises en œuvre. Comme par exemple dans le secteur ici des technologies, vous allez voir qu'on vire énormément de monde. Tout simplement parce que les marges sont sous pression en date d'aujourd'hui, surtout pour celles qui vendent de la publicité. OK? So, toutefois, certaines entreprises peuvent réduire leurs coûts plus rapidement que d'autres. D'accord? Donc, les entreprises à forte intensité de capital, dotées de grandes usines et d'un grand nombre d'employés, ont plus de mal que les entreprises plus souples, comme des sociétés de logiciels. Donc, une entreprise comme ArcelorMittal ne peut pas virer aussi facilement qu'une entreprise comme Google. Ce n'est pas la même chose. OK? Donc, parfois, les actifs peu performants sont vendus pour améliorer les résultats. Et vous avez des exemples ici d'entreprises qui vendent des actifs peu performants. D'accord? Comme par exemple, Intel a vendu certains de ses actifs peu performants ici. En règle générale, les entreprises dont les marges sont importantes disposent d'une plus grande flexibilité et peuvent mieux résister aux périodes difficiles. Comme je le dis toujours, en période difficile, les gros ont tendance à maigrir et les maigres ont tendance à mourir. Donc,
Les entreprises qui ont des marges élevées pourraient avoir tendance à mieux se comporter en période difficile. Elles ont plus de flexibilité. Dans certains cas, la direction doit être remplacée lorsqu'elle ne voit pas les problèmes se développer ou ne réagit pas assez vite. Intel, par exemple, c'est une bonne chose que la direction ait été remplacée. D'accord? Parce qu'il n'y avait pas de vision. OK? Donc, vous avez vu par exemple que quand Satya Nadella est arrivé, après avoir remplacé Steve Ballmer, la vision a changé à Microsoft. Parce qu'avant son arrivée, Microsoft, oui, elle était sous-évaluée, mais il n'y avait pas ce catalyseur-là. Le nouveau management, quand il est arrivé, il a donné une direction claire et nette et il a respecté cette direction-là. OK? So, en général, lorsque la situation devient désastreuse, des changements sont exigés. Par exemple, un important investisseur activiste peut accumuler des actions pour gagner en influence ou un concurrent peut chercher à prendre le contrôle de l'entreprise. Comme par exemple ce qui s'est passé avec Salesforce. Il y a énormément d'activistes ici qui se sont réunis pour pousser l'entreprise à se concentrer sur la rentabilité. Et c'était la même chose ici avec Facebook, notamment, je ne sais pas, on a parlé dernièrement, quand on parlait d'Atos, on a parlé de Airbus, un investisseur ici de Airbus ici, qui s'appelle, je pense, qui a le fonds Christopher Owen, qui a le fonds ici TCI, qui premièrement a écrit à Airbus puis leur demandé de ne pas faire l'acquisition d'un pourcentage d'Evidian ici, tout simplement parce qu'il disait que c'est de l'argent dépensé inutilement. Parce que l'entreprise ici avait plus de problèmes, avait des problèmes qu'elle-même elle n'arrivait pas encore à régler et que ça ne sert à rien d'aller chercher un autre problème à l'extérieur. Okay? Et que malgré que le fait que Evidian ait envie que Atos ait envie de se départir ici d'Evidian pour lever du capital, etc., malgré ce fait-là, ça ne veut pas, même si Evidian devient une compagnie ici dans lequel Airbus n'aurait pas de participation, Airbus peut rester client d'Evidian. Okay? Donc, il disait que c'est une décision qui est parfaitement motivée ici par les politiques. Et ce n'est pas bon quand les politiques se mêlent de business ici, parce que les politiques n'ont pas la même vision. D'accord? So, vous pouvez également voir ici un autre exemple. Christopher Owen avait également écrit au PDG de Facebook pour lui demander de commencer à se concentrer sur la réduction des coûts et de virer un tout petit peu le personnel. Et c'est ce qu'il a fait. D'accord? Donc, quand il y a un activiste, ça peut être quelque chose d'intéressant également. Okay? Parce que les activistes ne sont pas là pour blaguer. Par exemple, comme aujourd'hui, Salesforce, il y a un catalyseur. Le catalyseur, ça peut être les activistes. Et si vous connaissez, par exemple, l'activiste présentement qui est sur... comment on appelle ça? Qui est présentement au conseil d'administration de Salesforce, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour rigoler. Regardez juste son passif là, c'est un vautour, comme on le dit souvent. Vous allez également voir quand Carl Icahn prend position quelque part, il n'est pas là pour rigoler. Quand, comment il s'appelle Nelson Peltz, qui est dans le conseil d'administration, par exemple, de Disney, prend position, il n'est pas là pour rigoler. Okay? Donc, les activistes ici peuvent être des catalyseurs. Okay? Donc, on continue ici. Donc, en général, lorsque la situation devient désastreuse, des changements sont exigés. Par exemple, un important investisseur activiste peut accumuler des actions pour gagner en influence ou un concurrent peut chercher à prendre le contrôle de l'entreprise. Il s'agit généralement d'un signe positif et d'un signal de changement. Bon, maintenant, posez-moi la question de savoir voilà, qu'est-ce que Derichebourg fait dans Elior. Moi, je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas dedans. Est-ce que c'est une bonne décision? Point d'interrogation. Donc, parfois également, il y a des questions à se poser par rapport à comment se comportent certaines entreprises. Okay? Donc, les entreprises dotées d'un bilan solide sont mieux à même de surmonter les périodes difficiles. Il est important pour les investisseurs de vérifier qu'une entreprise dont les activités s'essoufflent jouit au moins d'une bonne situation financière. Si un ralentissement présentement sur Facebook et que Facebook avait une situation financière difficile, ça n'aurait pas été assez intéressant. D'accord? Donc, en période de ralentissement présentement, si Disney avait un bilan financier très difficile, avait un bilan financier peu solide ici, ça serait assez intéressant présentement pour effectuer le turnaround actuel. OK? Donc, Wall Street s'inquiète particulièrement lorsqu'une entreprise est en difficulté et qu'un montant important de dette doit être remboursé. Vous comprenez pourquoi je prends toujours en considération la dette. Orpea, on en parle, la dette est là. OK? Et depuis le début, on vous disait que la dette en question est trop élevée. Il va falloir se poser les bonnes questions aujourd'hui. Par exemple, Unibail a pris les bonnes décisions en coupant le dividende, en vendant en vendant certains de ses actifs. OK? Donc, parfois, il faut prendre la dette influence la valeur d'une compagnie. C'est pour ça qu'il faut toujours la prendre en considération. Ne l'oubliez jamais, parce que tôt ou tard, vous allez vous retrouver dans des situations difficiles si vous ne le faites pas. OK? De nombreuses entreprises en difficulté auront du mal à refinancer leurs emprunts
sans avoir à payer des taux d'intérêt exorbitants, comme la période actuelle. Vos entreprises qui ont des dettes très, très élevées, là, quand elles vont devoir refinancer cette dette-là, en date d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Okay? Donc, il convient également de noter que les sociétés en difficulté financière peuvent être amenées à réduire leurs dividendes pour conserver leur liquidité. On a le cas de Heinz Brands, on a le cas de VP, on a le de VF Corporation, on a le cas ici de, comment ça s'appelle encore, de Intel. Elles ont dû réduire leurs dividendes et c'est une bonne chose. Ou également, on a le cas de Score, ok, pour conserver les liquidités. Cette mesure n'est pas toujours bien accueillie par Wall Street. Moi, ce qui m'intéresse généralement, c'est la pérennité de l'entreprise. Maintenant, le fait que les investisseurs n'accueillent pas bien cette information-là, je m'en fous généralement. D'accord? Dès le moment où l'entreprise est solide ici, donc regardez plus loin que ça. Posez-vous les questions. Essayez d'anticiper les choses. D'accord? Ça vous permet ici de savoir qu'ok, je suis dans Intel, je m'attends à ce qu'on coupe le dividende parce que ça serait une bonne décision. Quand on coupe le dividende, si le marché surréagit, ça peut vous donner ici une opportunité d'accumuler. D'accord? Enfin, de nombreux traders recherchent des signes d'un retournement du sentiment des investisseurs. Je ne parle pas d'investisseurs, je parle de traders. Il est toujours encourageant de voir que la direction est confiante envers les activités de l'entreprise. Les achats d'actions par le PDG et les directeurs peuvent être considérés comme un signe favorable. De même, lorsque de grands investisseurs qui ont tendance à faire des recherches approfondies achètent un grand nombre d'actions, il convient d'accorder une certaine crédibilité à la question. Dans le même ordre d'idée, l'annonce de rachat d'actions peut indiquer que la direction est convaincue qu'une reprise est attendue. Attention. Le rachat d'actions également peut avoir ses propres problèmes. Il y a certaines entreprises, quand elles font du rachat d'actions, c'est une très mauvaise décision. Et il faut savoir l'identifier. Donc, ça veut dire que vous devez poser les questions de valorisation parce qu'à un certain moment, le rachat d'actions ne devrait pas être fait. D'accord? Donc, c'est toujours au cas par cas. Mais parfois, ça donne ici par exemple, quand une entreprise comme Total Energy va racheter ses actions, c'est une bonne chose. Mais si une entreprise comme, par exemple, Neoen, excusez-moi, je tape trop sur Neoen. Quelle entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui qui ne devrait pas racheter ses actions? Bon, je n'ai pas de nom présentement ici qui me vient rapidement en tête, mais voilà. Ouais, il faut toujours questionner le rachat d'actions ici. Okay? À un moment donné, voilà, L'Oréal. Si L'Oréal rachète ses actions ici aujourd'hui, ce n'est pas une bonne décision. Je vous dis clair, ce n'est pas une bonne décision. Ok, ce n'est pas une bonne décision de racheter ces actions. Il vaut mieux encore qu'elle verse ce dividende-là. Et je vous parlerai prochainement de pourquoi est-ce que parfois il est bien de verser un dividende plutôt que de racheter des actions. D'accord? Parce que ça ne se comporte pas de la même façon. Je ne vais pas juste revenir sur. Également, quand vous voyez ici de grands investisseurs ici se ruer sur une activité, sur une entreprise en question, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être moyen de se faire, de prêter attention. Par exemple, vous savez bien que j'aime bien aller regarder ici dans le portfolio ici sur Dataroma ici pour voir ce que les plus gros achètent au dernier trimestre. On a du Amazon, du Meta, du Microsoft, du Alphabet, du Disney, du Salesforce, du Apple, du Warner Bros. Discovery. Je dis, c'est intéressant. Quand je regarde les 6 derniers mois ici pour voir à peu près les achats, je ne regarde pas les ventes, hein, je parle des achats parce qu'en termes de vente, vous pouvez à peu près retrouver à peu près les mêmes entreprises en termes de vente ici. On achète pour une seule raison, on vend pour plusieurs raisons. Ne l'oubliez jamais. D'accord? Donc je préfère me concentrer sur les ventes ici parce que c'est ça qui m'intéresse. OK? En termes sur les achats, parce qu'en termes de vente ici, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont vendu. OK? Donc Meta, Amazon, Microsoft. Et je vous dis ici que Meta, Amazon sont sous-évalués, Alphabet est sous-évalué, Walt Disney est sous-évalué, Salesforce est sous-évalué, Warner Bros. Discovery est sous-évalué, Visa est correctement évalué, mais son marché est énorme au point où si Visa peut continuer à croître peut-être pendant les 10 prochaines années encore, à un volume assez élevé, donc, et augmenter même ses marges. Donc, elle pourrait même être sous-évaluée. BKNG, on en a parlé quand on était aux alentours de $1 700 à l'action. Aujourd'hui, on se retrouve à combien? $2 500 à l'action. Est-ce que vous pensez que c'est la magie alors que les plus gros achetaient déjà du BKNG depuis longtemps? OK? Apple, correctement évalué. Et on pourrait continuer ici, ainsi de suite. Micron Technology, je pense que c'est plutôt un big trend. Quand vous allez la regarder en date d'aujourd'hui, les bénéfices nets vont avoir tendance à baisser, mais regardez bien ici les volumes, la demande commence à être de plus en plus élevée, tout simplement parce qu'elle se retrouve ici dans une situation où on aura besoin de ces produits de plus en plus à long terme. OK? Donc, voilà peut-être des exemples. Vous retrouvez ici Taiwan Semiconductor, PayPal, et je ne pense pas que Moody's ici est surévalué à mon goût, mais bon, vous ne savez pas pourquoi est-ce que les autres l'ont acheté. OK? On continue. Juste pour terminer l'article ici. Donc, les plus gros, vous pouvez également les suivre afin de voir à peu près qu'est-ce qu'ils achètent. Mais ça ne veut pas dire qu'on achète directement, on fait ses propres devoirs. Donc, en conclusion, investir dans des actions qui n'ont pas la cote exige de la patience. Et n'est pas toujours facile. En particulier, il convient d'être particulièrement prudent lorsqu'il s'agit de sociétés fortement endettées ou ayant subi des difficultés commerciales susceptibles d'entraîner des charges de restructuration et de dépréciation sur plusieurs années.
Atos par exemple. Néanmoins, le travail d'identification des candidats au regressement qui tend à être le domaine des investisseurs deep value peut s'avérer gratifiant. Ces derniers commencent souvent par rechercher des actions qui se négocient avec une décote inhabituelle par rapport aux prévisions des ventes, des bénéfices, des flux de trésorerie et de valeur comptable de l'entreprise. En supposant que l'entreprise se regresse, le marché boursier devrait finir. En supposant que l'entreprise se regresse, en supposant que si l'entreprise se regresse, le marché boursier devrait finir par s'en apercevoir. OK? Je parle souvent d'une entreprise, je n'ai pas souvent mentionné cette entreprise-là, mais GPN. GPN est extrêmement sous-évalué. De point de vue de toutes les métriques que vous pouvez utiliser, cette compagnie-ci est extrêmement sous-évaluée. Même si vous l'évaluez à 10 fois les bénéfices ici, c'est 10% de rendement par rapport au prix actuel. Et c'est une compagnie qui continue à faire des acquisitions. Elle continue à consolider le secteur. D'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose ici. Quand vous investissez, il faut toujours regarder les entreprises ici du point de vue qualitatif. Toujours un 360. Toujours poser la question de valorisation. Sinon, vous allez vous retrouver dans les situations difficiles demain. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Et comme je l'ai dit souvent ici, ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement ici. OK? Dans la top newsletter, je constate ici qu'il n'y a que 130 personnes qui ont pris la peine de liker. Ça, là, ça prend des heures à faire. OK? Ça prend des heures à faire. Et vous l'avez gratuitement ici. Même si ça peut juste être un élément de rappel ici, c'est souvent encourageant de voir bien plus que ça. On est près de 1000 ici. Je veux voir à peu près un quart de personnes qui y répondent. Parce que la plupart du temps, ici, on est au moins 70% qui ouvrent les mails ici. Donc, les gars, qu'est-ce que vous faites? Sauf si ça ne vous intéresse pas, désabonnez-vous aussi. Hein? Ça peut être une bonne chose. OK? Ça ne nous dérange pas non plus. OK? Mais si vous êtes abonné ici, toujours prendre la peine au moins de mettre 5 étoiles. Juste une seule fois. Ça ne va pas vous coûter grand-chose. C'est gratuit. Et en plus de cela, vous avez ici l'abonnement vers le service Top Premium où je vous propose les notes d'analyse, d'accord? Et vous pouvez également demander des analyses quantitatives, ok? Donc, j'espère que cette note-ci va vous aider en période difficile, vous poser les bonnes questions. Quand une entreprise vous paraît sous-évaluée, demandez-vous toujours qu'est-ce qui ne va pas? La reprise aura-t-elle lieu? Et combien de temps cela pourrait prendre pour se matérialiser? D'accord? Donc, c'est facile, ce sont des questions à peu près faciles ici, mais ça vous pousse à vous poser les bonnes questions. Ça vous pousse à aller chercher les bonnes réponses. Parce que si vous posez les mauvaises questions, vous aurez essentiellement les mauvaises réponses. OK? Donc, comme par exemple, combien sera je prends un exemple bête. Est-ce que l'entreprise va racheter ses actions l'année prochaine? C'est une question qui n'est pas importante. D'accord? C'est pas important de prendre autant de temps pour se poser ce genre de questions-là, ou bien de chercher des réponses par rapport à ces questions-là. OK? Donc, on va se retrouver sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.